Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvel épisode du podcast Real Madrid avec deux invités exceptionnels comme la dernière fois sur la chaîne de Thomas de Chronique Foot d'ailleurs qu'on va introduire. Comment ça va Thomas? Ça va très bien, très content de vous retrouver les gars pour cet épisode 2. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire et évidemment on est aussi en présence de monsieur Thomas de Real France. Comment ça va? Bah écoute, ça va. J'espère que vous aussi, après cette semaine quand même très compliquée pour nous supporters du Real entre le Classico et après tout ce feuilleton, Ballon d'Or, etc. Bref, beaucoup de choses à dire effectivement et pas forcément que des bonnes choses à dire, que du foot dans ce podcast. Surtout que nous, on est là, comme d'habitude, les amis, pour parler Real Madrid, parler actualité du club, forcément, qui nous fait vibrer semaine après semaine et match après match. Il y a beaucoup de choses à dire, comme l'a dit Thomas, autant positif que négatif, mais on est là pour tout débriefer. Et en parlant de premiers sujets qui fâchent, on va forcément parler du Ballon d'Or, les amis. Et j'aimerais avoir votre avis déjà. Est-ce que pour vous, ce résultat vous convient? Et de l'autre, comment expliquer la défaite de Vinicius, selon vos analyses? Tu commences Thomas? Je pense que je vais être un peu... J'ai peur d'être trop cash en fait. Je préfère que tu commences et pour monter en puissance peut-être, je sais pas, on va voir. Ouais, vas-y, commençons doucement. Est-ce qu'il me convient? Évidemment que non, parce qu'on voulait tous et on s'attendait tous à ce que Vinicius soit le Ballon d'Or. Vraiment, c'est vraiment une claque, hein, je pense, une vraie clim qu'on a tous pris lundi en début d'après-midi quand on a commencé à apprendre que le Real n'irait pas à Paris, ils n'avaient pas pris le vol, tout ça. Je pense on a tous vite compris que ça sentait très mal. Comment l'expliquer? Je pense qu'il y a une multitude de facteurs. Évidemment, si on dans le vif, évidemment que je pense qu'il y a du racisme, il y a une part de racisme, évidemment, c'est beaucoup ce qui ressort, je pense, sur vos vidéos aussi, dans les commentaires. Mmh. Il y a du racisme, c'est évident, parce qu'il y en a un peu partout dans le monde, parce qu'il y en a à toutes les échelles de la société, dans toutes les classes. Donc il y a pas de raison, malheureusement, qu'il y ait certains journalistes qui aient pas voté pour Vinicius parce que ça leur allait pas d'avoir, quelqu'un de couleur avec le ballon d'or. Mais je pense qu'il y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi le fait que, Vinicius, c'est un petit peu un personnage quand même clivant, on va pas se mentir. Mmh. Voilà, il a ses défauts, hein, comme tout le monde. C'est un joueur qui est un petit peu râleur parfois, qui se plaint. Et aussi, on peut aussi dire que il est un peu victime aussi, je trouve, d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Là, j'ai un exemple tout bête en fait qui me revient en tête, mais c'est cette séquence avec Kimmich. Est-ce que vous vous souvenez bien de la saison passée? Cette séquence-là, elle a fait le tour du monde sans aucune contextualisation. Alors, ça ne concerne pas que le foot, malheureusement, mais l'information est beaucoup biaisée aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux. Vinicius, il fait beaucoup de choses très bien. Nous qui le connaissons quand même plutôt bien parce qu'on voit un peu toutes ses facettes au Real Madrid, on sait très bien que c'est un gars qui est très bon, qui a un très bon fond. C'est toujours le premier à s'arrêter avec les petits fans, quand on fait une photo, aller voir le public, tout ça. Enfin, c'est Quand il y a quelqu'un des qui blessés aussi. aussi, et même avec les adversaires, tu vois, il y a plein de séquences où il se tape dans la main avec le joueur parce qu'il a bien défendu. Enfin, c'est pas du tout un sale type, Vinicius. Il a juste, oui, ses petits défauts. Il râle un peu râleur. Et puis c'est vrai qu'après, il y a aussi, voilà, un peu de dispersion aussi des votes, on va pas se mentir, même si je pense Aussi. pas, même si je pense pas que ce soit l'argument numéro un, mais même si je pense qu'il n'y a pas un argument finalement qui a impacté plus que l'autre. Je pense que c'est vraiment une multitude de facteurs. Parce que, bah oui, il y a des gens qui ont préféré Bellingham, qui ont préféré Dani Carvajal au Real Madrid, pour ne citer que les joueurs du Real Madrid, Toni Kroos aussi. Bref, tout ça a un petit peu joué. Et puis, il y a aussi le fait que le dernier souvenir qui est en date pour les votants, c'est ce qui s'est passé cet été. Donc, il y a l'Euro avec Rodri qui triomphe, et puis Exactement. Vinicius en Copa América qui échoue. Qui se casse la gueule, hein, très clairement. Donc je pense, voilà, c'est une multitude de choses qui ont influé, mais évidemment que ça ne me satisfait pas parce que moi je voulais Vinicius Ballon d'Or et parce qu'il méritait, mais 100 fois d'être Ballon d'Or, c'est lui et les autres cette année. Bien sûr. Et Traditionnellement. toi, Thomas, du coup? Moi, je suis scandalisé. Alors, il y a effectivement les raisons qu'a évoqué Thomas à l'instant, le racisme, la dispersion des voix. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que Rodri, au moment du triplé de City, n'est jamais évoqué comme un potentiel Ballon d'Or alors qu'il marque l'unique but en finale de la Ligue des Champions. C'est bizarre de ne pas, à ce moment-là, face à Messi, dire récompenser le collectif et la Ligue des Champions de City. Mm. Là, on parle de ça, mais il n'a pas été le meilleur joueur de City la saison dernière, Non, c'est c'est Phil vrai aussi. Foden. Avec l'équipe d'Espagne, il y a Fabien Ruiz et Yamal qui ont autant brillé que lui, voire plus. Donc moi, quand un joueur n'est pas le meilleur joueur de sa sélection et de son propre club, ça me dérange qu'il soit Ballon d'Or.
Et puis, on est obligé d'évoquer le nouveau partenariat France Football UEFA, parce que quand on connaît les tensions qu'il y a actuellement entre le Real Madrid et l'UEFA avec la potentielle création d'une Super League, je trouve que la coïncidence est quand même très troublante, sachant que, je te l'ai partagé, Thomas, il me semble, le classement du Ballon d'Or qui avait pop dans la journée, il était à 100% juste. Sauf les deux premiers. Sauf les deux premiers. Les deux premières places avaient été inversées. Donc, pour que le Real ne déplace pas sa délégation pour la première fois au Ballon d'Or, puisqu'ils l'ont toujours fait, même quand Messi remportait le Ballon d'Or face à Ronaldo, etc., je me dis qu'il y a anguille sous roche. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je pense que. Alors, tu vois, déjà de base, moi, tu vois, je suis quand même content de voir enfin un jour un Espagnol Ballon d'Or, mais j'aurais préféré le voir pas dans ces conditions-là, tu vois. Et surtout, quitte à choisir un Espagnol, ça devait être Carvajal à mon sens et pas Rodri. Et de l'autre côté, quand tu vois les critères, il n'y a aucun critère qui permet de dire que Rodri a été plus excellent que les joueurs du Real Madrid sur l'ensemble de la saison. Peut-être qu'il a le critère sélection par rapport à Vinicius, mais ça s'arrête juste là, à la limite, tu vois. Et Rodri, c'est un très bon joueur, c'est un excellent joueur, que personnellement, ça fait 2 ans que je milite pour l'avoir au Real pour l'après-Kroos Modric, mais malheureusement, il s'en prend plein la gueule de la part des supporters du Real, parce que c'est plutôt l'UEFA et France Football. Donc forcément, déjà au sein du vestiaire du Real et au sein de ces tensions, peut-être pas sûr qu'il viendra un jour, ça c'est sûr. En plus, avec ses croisés maintenant, c'est plus compliqué. Mais après, tu vois, je te rejoins par rapport au fait que le Real, s'ils ne sont pas déplacés en apprenant la nouvelle en plus dans la journée même, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un problème et que je pense que la crise est encore plus profonde qu'on le pense entre les deux institutions, quoi. Mais déjà, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que le Real a fait les choses de la bonne façon? Est-ce que c'est un manque de respect envers Rodri, vers l'UEFA, ou est-ce que justement, quand on te manque de respect à toi, il vaut mieux justement ne pas se déplacer? Moi, je suis partisan de le Real Madrid s'est fait manquer de respect. C'est comme si toi, je t'insulte et que je t'invite chez moi, tu vas pas venir avec le sourire et me serrer la main. C'est hors de question. Et je pense que le Real aujourd'hui a compris que ses intérêts n'y étaient pas, que son image était écornée et que je pense qu'ils attendaient qu'une seule chose. C'était de filmer en 4K la tête de Pérez, de Vinicius, etc. Écroulé au sol devant l'annonce de Rodri Ballon d'Or et d'humilier encore plus le Real. En plus, je crois qu'on l'a vu dans la cérémonie. Quand ils ont fêté, entre guillemets, le titre d'Ancelotti et du meilleur club du Real Madrid, je crois que la séquence, elle a duré que quelques secondes, quelques minutes, même pas, par rapport à d'autres clubs qui étaient bien mis en avant, d'autres joueurs bien mis en avant, avec plusieurs extraits plus longs, etc. Et j'ai l'impression que vraiment le Real, là, ils se font plus qu'écorner dans cette histoire. Même si un camp comme l'autre peut avoir raison. Mais en attendant, je trouve que le Real, s'ils ne se déplacent pas, c'est qu'il y a une raison et qu'ils l'ont toujours fait quand Messi gagnait. Donc pourquoi aujourd'hui ils ne le font pas? C'est que voilà, c'est plus profond. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste avant d'évoquer le boycott, c'est vrai que je vais revenir quand même sur un point, ou surligner un point que Thomas, tu as évoqué, c'est sur le manque de cohérence d'une année sur l'autre. Parce que Rodri, tu l'as dit Alex aussi, Rodri, son ballon d'or, il ne le vole pas, c'est un super joueur. En plus, c'est vrai que il faut dire aussi, les journalistes, quand ils vont voter, ils ont les lignes de stats. Rodri, c'est plus de 10 buts et 10 passes décisives, tu vois, pour un gars qui joue numéro 6. C'est aussi troublant, tu vois, pour ceux qui ne regardent pas forcément les matchs, au-delà en plus de son impact qu'il a sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est surtout le manque de cohérence d'une année sur l'autre qui est vraiment pénible et qui fait perdre tout crédit même à cette cérémonie, parce que Rodri, en fait, son ballon d'or, il le mérite, mais il le mérite l'année dernière. Sauf que l'année dernière, France Football avait d'autres plans et il fallait récompenser Messi, on va pas se mentir. Et donc c'est ce problème de cohérence, moi, qui me scandalise vraiment et qui me fait perdre tout intérêt pour ce prix. Après, par rapport au boycott, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Alors, c'est vrai que sur le coup, j'étais quand même très surpris, vraiment. Je ne suis pas forcément fan dans l'idée du complot. Est-ce que l'UEFA a réussi à influer? Ça, je pense pas tellement. Romain Molina l'a quand même plutôt bien expliqué sur sa chaîne. C'est vraiment compliqué de truquer, entre guillemets, un vote. Tu vois que Vinicius n'est pas dans le top 10 de plusieurs journalistes de pays. C'est quand même bizarre. Quand tu regardes un minimum le foot de loin, même si tu ne rates pas tous les matchs, tu vois qu'il a marqué en finale de Ligue des Champions, que le Real a gagné la Ligue des Champions, tu ne le mets même pas dans le top 10. Ça, c'est des gens qui le détestent. Moi, je pense que c'est des gens qui le détestent. Mais souvent, ça remet en question le fait qu'il faut arrêter de mettre des journalistes. En plus, je ne vais pas dire de n'importe quel pays, parce que même des pays comme la Croatie, donc un pays quand même fort en Europe, tu vois, qui quand même connaît le football normalement, l'a mis en dehors du top 6. Je crois que c'est un truc comme ça, ou top 8. Donc à un moment donné, moi je pense qu'il faut remettre le système avec les entraîneurs, les sélectionneurs et les capitaines qui votent, parce qu'au moins c'est des collègues. Certes, il peut y avoir du copinage, mais en tout cas, ça sera plus objectif déjà, je pense, que les journalistes qui sont pour la plupart des footix du PMU que tu peux rencontrer aux quatre coins de la rue, tu vois. C'est un peu dommage, mais bon.
Bref. Ouais, et puis c'est vrai que d'ailleurs, là on est le 4, ça fait déjà une semaine qu'est passée la cérémonie, on Ouais, n'a toujours pas le détail de tous les votes. Ça, c'est c'est aussi vrai. quand même un petit scandale. Mais Et c'est vrai qu'on a eu 7-8 journalistes qui, dès le lendemain, ont balancé leur vote. Alors ils l'ont balancé eux de leur plein gré quand d'autres journalistes les ont questionnés. C'est vrai que très vite, France Foot a mis Léola et a demandé aux journalistes de rien dire parce qu'il faut attendre le 8 et la sortie du magazine. Enfin, mais oui, on va voir quand le détail va sortir. C'est sûr qu'on va avoir plein de trucs d'incohérence, ouais. assez lunaires. Déjà là, le mec Salvador qui n'est pas dans le top 10. Albanie, je crois, c'est top Ouais, et 8. Salvador qui a été surpris, enfin pas surpris, filmé déjà avec du maillot du Barça plein de fois. Donc tu vois, tu vois bien qu'il n'y a aucune objectivité et que c'était vraiment Bien sûr. pour retirer le ballon d'or. Avant de changer de sujet, j'avais un dernier point, c'était, ça va me revenir, je sais plus. Ah oui, heureusement que le match à Valence a été retiré. Parce que je pense que le Real, ils avaient besoin de souffler, je pense, avec toute cette Ouais. médiatisation autour du Classico, du ballon d'or, etc. Et même si Valence, sportivement, est au plus mal, je pense que c'était bien aussi que les corps se reposent un petit peu et que le mental aussi, sachant que les supporters de Valence avaient préparé des chants anti-Vinicius. En Et je plus, pense oui. que là, ils avaient l'occasion de vraiment l'enfoncer. Donc là, tu reprends contre le Milan et je pense que la transition est toute faite pour parler de ce match-là. Et je pense que cette micro-pause, elle était quand même le bienvenu. Oui. Du coup, pour le Milan, les gars, est-ce que vous pensez déjà que cette semaine a fait du bien à tout le monde, mais vraiment à 100%, histoire qu'on puisse retravailler aussi certains aspects du Real Madrid, comme la défense, le pressing, etc. Et qu'est-ce que vous voyez comme résultat dans ce match-là? Est-ce que vous êtes confiant pour ce début de semaine et surtout cette nouvelle journée de Ligue des Champions qu'il faut absolument qu'on gagne si on veut se rapprocher le plus possible du top 8? Alors moi d'abord, oui, je pense que c'est une semaine qui va faire du bien. Enfin, un repos ce week-end qui fait du bien. En plus, la conférence de presse, les conférences de presse de Lucas Vasquez et Carlo Ancelotti sont quand même assez parlantes. Les mecs n'avaient pas du tout envie de jouer ce week-end. Donc c'est bien aussi d'avoir du repos sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Et même si c'est vrai que dans un sens, ça fait que repousser le problème, hein, parce que déjà là, le match face à Valence, ils savent même pas quand est-ce qu'ils vont le replacer. Enfin, Peut-être mai au dernier moment de l'année, et peut-être que Valence devra jouer sa survie, donc ça sera peut-être plus compliqué sportivement. Mais là, tu pouvais pas le faire. Donc oui, je pense que ça va faire du bien. Et moi, ce à quoi je m'attends, c'est un Real qui a affamé, qui est revanchard. Moi, je suis quand même plutôt optimiste sur le fait que ça peut faire du bien au Real Madrid, tout ce qui s'est passé cette semaine. Tu vois, quand on parlait du boycott, de souder l'équipe. Quand on parle du boycott du Real Madrid, ça s'est envoyé un très bon message à Vinicius et à tous tes joueurs, vraiment leur montrer que tu es à fond derrière eux. On a vu beaucoup de messages rapidement des joueurs coéquipés de Vinicius pour envoyer aussi leur soutien aux Brésiliens. Enfin, beaucoup de messages, je pense que ça peut vraiment unir cette équipe et en même temps, ça peut les mettre un peu dans un mood. On est seul contre le reste du monde, tu vois. À l'époque de José Mourinho. Ouais, c'est vrai, ça revient un peu. Il manque que lui là sur le banc. D'ailleurs, parenthèse, tu as vu ce qu'il a fait en Turquie là. Il a fait une conférence de 8 minutes où il défonce le système turc en disant que tout est corrompu. Enfin, le mec seul contre le monde, il adore ça. Ah ouais, mais là, je te rejoins, Thomas, le côté le côté changement dans la saison, le déclic, il peut arriver là. Si le Real met une valise au Milan que j'ai analysé et qui va pas très bien, si le Real met une valise au Milan, sachant que derrière, c'est Osasuna, je crois, le match. Osasuna, tu as 2 matchs à domicile avant la trêve. Si tu mets 2 cartons, tu as moyen de repartir sur avec beaucoup, beaucoup de confiance. L'idéal, ça serait même que Vinicius marque. Maintenant, voilà, si tu fais un faux pas, tu peux repartir dans une crise sportive parce que manque de résultats et aussi psychologique. Surtout que avant le Classico, le Real, on va dire, se portait quand même assez bien, même si dans le jeu, c'était pas encore ça, évidemment. Contre Dortmund, ça avait été déjà un avertissement énorme qu'on avait su déjouer à domicile. Contre le Barça, l'avertissement s'est transformé en sanction. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ouais, tu as raison. Il faut que là, le Real se remette en selle, qui cartonne. Et je pense qu'Ancelotti, il est en train vraiment de travailler à fond, et je l'espère, tout ce qui est pressing, tout ce qui est côté défensif de l'effectif, parce que c'est avant tout nos points faibles. Et si on ne le règle pas très vite, et notamment si on ne le montre pas dans un grand match, et qu'on montre que ça y est, l'équipe elle est solidaire, que l'équipe doit aller de l'avant, que même les attaquants comme Kylian Mbappé, Vinicius doivent défendre, parce que hier j'ai regardé le match du Barça contre l'Espagnol. Alors oui, ils ont mis 3 buts en 30 minutes pour se faciliter la vie, mais tu vois qu'avant ça, Lamine Yamal, Rafinha, ils reviennent défendre comme des latéraux. Ils lâchent rien. Et après derrière, ça réattaque derrière pour marquer. Et je pense que, tu vois, même si on n'aime pas le Barça sur certains aspects et tout, de rivalité, il faut quand même reconnaître que eux, dans leurs valeurs footballistiques, il faut quand même qu'on s'en inspire, au moins dans les côtés individuels. Et aujourd'hui, le Real, à l'occasion contre un Milan
Milan. Alors certes, c'est pas le grand Milan de l'époque, mais ça reste quand même une belle institution et montrer qu'on est présent, que nos matchs, on les engrange avec de la victoire, avec de la manière. Mais parce qu'après, c'est Anfield, je crois. Donc, c'est quand même le meilleur moyen aujourd'hui de se préparer en ayant 2 victoires, comme tu dis, avec des cartons et montrer que ça y est, autant les titulaires que les remplaçants sont chauds et que Carlo est décidé enfin à aller de l'avant et que tout le monde peut engranger, enfin, comment on appelle ça, peut changer la situation comme on l'a fait l'an dernier après la défaite au derby qui nous avait fait mal. Mais tu parles de repli défensif. Je crois que c'est Relevo qui l'a annoncé ce matin ou hier. Mbappé contre le Barça, c'est seulement 8 km. 8 km parcourus contre le Barça. Aucun repli défensif au-delà de la ligne médiane. Et pour un joueur qui devait se racheter auprès du Real, je trouve que l'attitude elle est quand même assez moyenne. Donc effectivement, moi j'espère qu'il sera sur le banc déjà et que ça sera Rodrigo Vinicius pour instaurer un petit peu plus de méritocratie. Parce que à ce jeu-là, je pense que tu peux perdre le Brésilien sur le moyen long terme. Et là, Ancelotti, il doit créer un déclic. Et ça y est, je pense que Mbappé, il a été protégé suffisamment pendant 2 mois. On a essayé de le faire jouer le plus possible pour l'intégrer au club. Maintenant, c'est un joueur comme les autres. T'es pas bon, t'es sur le banc. T'es bon, t'es titulaire. Tu dois faire jouer les jeunes. Mais je pense que cette espèce d'introduction sur cette saison d'Mbappé, ça doit être terminé. On doit passer dans une phase numéro 2. Je suis d'accord. Et voilà. Surtout qu'en plus, t'as Brahim qui est revenu là. T'as Arda et Hendrik qui rongent leurs freins sur le banc. C'est compliqué. Comment tu le vois, Thomas, ce match et la situation-là? Déjà, je suis totalement en phase avec ce que vient de dire Thomas sur Mbappé. On savait très bien que quand il arrivait, Mbappé, il avait un statut privilégié, que voilà, on allait lui laisser 2-3 mois où il serait totalement intouchable. Je suis d'accord, là, il faut passer sur l'étape suivante où on remet un peu de méritocratie dans les choix de Carlo Ancelotti. Est-ce que ce sera le cas? Là, je suis beaucoup plus sceptique. Je pense que Mbappé va continuer de bénéficier d'un traitement de faveur pendant encore au moins un petit moment. Et après, par rapport au match de demain, moi, je suis plutôt confiant. Vraiment, j'attends vraiment une belle réaction de l'équipe. Je pense vraiment que Vinicius, ça va lui donner un coup de fouet aussi qui va être phénoménal. Et je pense qu'il va être très, très fort sur la saison à venir. Et je pense que dans son sillage, il va emmener la plupart de ses coéquipiers. Par rapport à Mbappé, on l'avait dit, il doit faire plus d'efforts, mais j'espère que lui aussi va prendre conscience. Il doit être le leader maintenant, Vinicius. Et il doit s'inspirer de Ronaldo, qui est son idole. Souviens-toi, quand Ronaldo se fait rembarrer par Sepp Blatter, qui fait le geste militaire en disant que Ronaldo, c'est un chef et tout ça. Ronaldo, le match d'après en Ligue 1, on est au mois de janvier, je me rappelle très bien, il marque un doublé ou un triplé, et puis il fait la célébration comme ça. C'est vrai. Et il repart de l'avant. Vinicius, il a dit, en tout cas sur un tweet, qu'il en ferait 10 fois plus s'il le faut. C'est bien de le dire, c'est mieux de le montrer. Maintenant, j'espère qu'il va tirer l'équipe vers le haut et qu'on va. En tout cas, c'est le match idéal pour ressusciter en termes de jeu et en termes de conviction. Il faut que le Real frappe un grand coup. On se dise, ça y est, le Real est réveillé, il s'est passé quelque chose. C'est ça. Et mine de rien, en plus d'un point de vue comptable, ce match est aussi très important parce que là, on est ça va être le 4e match de cette première phase de Ligue des Champions. Donc, on arrive à mi-chemin. Là, je pense qu'on va commencer à avoir des premiers petits écarts entre les premiers et la deuxième partie de tableau. Là, si tu gagnes face à Milan, je pense que tu t'installes dans la première partie de saison, dans la première partie de classement, pour te qualifier dans le top 8. En plus, le top 8, c'est hyper important pour éviter dans une année surchargée de jouer des 16e de finale aller-retour. Donc, je regarde, il nous reste 3 matchs à l'extérieur après. Brest à l'extérieur, Atalanta à l'extérieur, Liverpool à l'extérieur et on recevra le Salzbourg qui est à la ramasse cette année. Donc ouais, attention parce que si tu gagnes pas le Milan, la qualif dans le top 8 risque d'être quasiment impossible parce que vu la forme de Liverpool et vu la forme du Real. Et l'Atalanta sont très très bons aussi. Attention, l'Atalanta, ils viennent de mettre 3-0 à Naples. Compliqué. Donc, attention, ça va être des matchs compliqués. Mais après, tu vois, il ne faut pas non plus qu'on se plaigne parce qu'on n'a pas non plus le calendrier, par exemple, du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que le Real en Ligue des Champions, il est pas si facile le nôtre quand même. Ouais, c'est vrai. Non, mais le nôtre, il est compliqué. Après, en plus, on s'est sabordé tout seul en perdant à Lille. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce qui reste, c'est un bon moyen aussi de juger le Real à 100% et peut-être de se préparer au mieux pour la suite. Mais globalement,
la Ligue des Champions, pour moi, avec un Vinicius qui là devrait normalement tout faire pour redorer le blason, pour faire 10 fois plus, comme tu dis, tirer les joueurs vers le haut. Parce que pour moi, c'est clair que suivant les matchs qui vont arriver là, les 2-3 prochains qui vont arriver, ça nous donnera un indice sur est-ce qu'il va vraiment s'écrouler ou est-ce qu'il va passer des paroles aux actes, tu vois. En mode, je m'écroule pas, je galvanise tout le monde et on verra. Et c'est un facteur déterminant. Parce que quand tu as un Kylian qui n'est pas en forme, qui n'est pas en confiance, et de l'autre côté un Vinicius qui s'écroule, ce serait très très compliqué. Mais si Vinicius ne s'écroule pas, je pense qu'il peut vraiment montrer l'exemple aux autres et booster tout ça avec en plus quelques ajustements tactiques. Si Bellingham ne rejoue pas sur son côté droit, s'il vous plaît, et que tout se passe pour le meilleur des mondes, en vrai, je suis persuadé d'une belle réaction, quoi. Donc, à voir. Mais tout ça, ça passera aussi par Carlo. Alors, Carlo, je l'ai beaucoup défendu. Je suis un de ses plus grands défenseurs. Mais à un moment, Carlo, je ne sais pas, si tu vois qu'à la 60e, ton équipe joue très mal, tu dois être en capacité de sortir à la fois Vinicius, Mbappé et Bellingham et de faire rentrer, j'en sais rien, Hendrick, Rodrigo et Brahim Diaz pour justement dire personne n'est intouchable. Et il doit montrer que c'est le patron, qu'il ne doit pas y avoir comment dirais-je, de mérite, enfin, pas de méritocratie, mais de rang, si vous voulez, tu sais, genre les intouchables et puis les mecs qui viennent après, quoi. Donc, non, ce match, il est hyper important. Et comme Thomas, je le rejoins, je vois le Real s'imposer, d'autant plus que ce Milan ne m'a pas impressionné du tout. Et j'aimerais une grosse claque pour envoyer un message pas à l'Europe, mais dire, voilà, le Real répond présent, tu confirmes samedi contre Osasuna et puis tu peux partir sereinement lors de la trêve internationale. Super. Un petit pronostic, peut-être? Oh non. Non, je suis chanois, moi. Je suis chanois, vraiment. Moi, je peux te le dire, j'ai pronostiqué sur ma chaîne 2-0. Moi, j'aimais bien un 3-1 ou 4-1, je sais pas. Je vois bien un festival du Real offensif, je l'espère. Mais je vois bien un 4-1 parce qu'on prend souvent un but casquette, donc je me dis pourquoi pas. Okay. Ça peut être sympa. Autre sujet, les amis, que je voulais aborder avec vous et qu'on avait prévu d'aborder, c'est forcément la Liga. Est-ce que pour vous, avec 9 points de retard sur le Barça, mais avec un match en plus de notre côté à jouer, est-ce que vous pensez que la Liga est rattrapable ou pas? Oui, ça reste faisable, mais c'est vrai que ça se complique. Alors déjà, on dit 9 points, mais on l'avait déjà dit la semaine dernière. C'est même 1 + 1, 10 points, quoi. Voilà, on peut ajouter. Après, il y a ce match en moins du Real Madrid, mais c'est un match qu'il faut gagner. Thomas, tu l'as dit, si Valence, tu les joues en fin de saison et qu'ils jouent leur maintien, attention, ça peut vraiment être un bourbier comme match, encore plus à Mestalla. Mais c'est vrai que ce qui est impressionnant avec ce Barça, c'est que c'est vraiment un rouleau compresseur. Parce que cette année, ils ont perdu 2 matchs. À l'AS Monaco, où ils se prennent un carton rouge rapide. Et puis à Osasuna, avec une équipe C et face à une équipe en plus d'Osasuna qui tourne bien en ce début de championnat en Espagne. Sinon, c'est quasiment que des victoires vraiment maîtrisées, dominées. Ils mettent des scores, ils tremblent jamais. Donc, ouais, il y a quand même ce côté où rouleau compresseur côté Barça où tu dis, wow, c'est compliqué, mais. Il n'y a pas de points, quoi. C'est ça le truc. Mais voilà, mais comptablement, bon, c'est quand même faisable. Et puis, il faut aussi se dire qu'à un moment donné, le Barça va aussi avoir son petit creux dans la saison. Toutes les équipes ont un creux dans la saison, donc le Barça n'y échappera pas. C'est surtout que le Barça, à mon sens, tu vois, ils ont fait un début de saison où ils ont gagné 3 fois d'affilée 2-1. Je crois que c'est contre Valence, Bilbao, etc. Où là, c'était des matchs très très compliqués de leur part. Ils avaient du mal. Après, Dani Olmo est arrivé plus ou moins en même temps. Il a réglé quelques problèmes. Mais ce qui est impressionnant chez eux, c'est que si c'est pas Lewandowski qui marque, c'est Lamine Yamal. C'est pas Lamine, c'est Rafinha qui est sur le match de sa vie. C'est pas Rafinha, c'est Olmo. C'est pas Olmo, c'est Pedri qui claque une frappe de 25 mètres. En fait, le danger vient de partout. Et là, pour l'instant, leur piège du hors-jeu, c'est comme je l'expliquais dans mon débrief ou les vidéos que j'ai sorties notamment hier sur le débrief du Barça, c'est que leur défense du hors-jeu, elle est autant bénéfique qu'à mon sens, c'est leur point faible. Parce qu'aujourd'hui, contre l'Espagnol de Barcelone, on l'a vu hier, il y a eu 3 hors-jeux sifflés, mais 2 hors-jeux qui étaient vraiment à 1 millimètre. On a fait le même tweet avec Thomas pour en parler de ce hors-jeu qui, à mon sens, tue le football tellement ça se joue à rien. Et vraiment, contre le Real, c'était pareil, passé à pas grand-chose. Un genou de Kylian qui empêche le Real de prendre les devants. C'était contre le Bayern à quelques millimètres. Donc pour l'instant, ça marche, c'est précis. On sait qu'une tactique ne marche pas à tous les coups, mais le Barça laisse quand même beaucoup d'espace dans son dos. Et attention, parce que le jour où ça passera plus et que les attaquants seront efficaces, contrairement à nous qui avons tout raté, pour le peu d'occasions qui n'étaient pas hors jeu, le Barça peut subir, je pense, quelques contre-coups. Après, ils ont quand même le jeu polyvalent en termes de verticalité, de possession pour se rattraper. Mais tant qu'ils marqueront des buts, eux, ça leur pose pas de problème finalement. Mais le jour où il n'y aura pas d'efficacité et qu'en face, les joueurs seront un peu plus intelligents, comme Kylian qui part un mètre avant, machin, tu vois, c'est pas possible sur le truc. Mais le jour où les joueurs sont un peu plus intelligents contre eux, finalement, on verra peut-être un Barça face à ses limites et peut-être qu'on pourra voir là soit une évolution du Barça une nouvelle fois, soit un Barça qui sera confronté à quelques démons et qui peut-être passera un mauvais moment. Mais honnêtement, je les vois
garder une avance pendant encore un moment. La force du Barça, c'est qu'ils asphyxient leurs adversaires en jouant très haut. Oui. Et ce que je ne comprends pas chez les entraîneurs adverses, et notamment Carlo Ancelotti avec Mbappé, mais Mbappé, pour moi, il a suffisamment d'expérience pour s'adapter et modifier sa course où il part tout droit. Il y a ce qu'on appelle les courses en demi-lune, où en gros, tu cours un petit peu à l'horizontale en étant lancé, et au moment où l'attaquant, le milieu fait la passe, tu accélères, ce qui fait que tu es déjà lancé par rapport au défenseur et tu déjoues le hors-jeu comme ça. J'invente rien, c'est très connu. À aucun moment, tu vois Mbappé, et je prends Mbappé parce qu'il a été 8 fois hors-jeu, modifier sa course d'élan. Et comme tu le dis, à un moment, ils vont perdre des points. Le seul truc, c'est qu'ils auraient dû perdre des points au début du championnat. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un calendrier très compliqué et ils avaient beaucoup d'absents. Oui. Et sauf que là, ils ont passé le plus dur parce qu'ils ont récupéré leur banc de touche. Donc en fait, ils peuvent faire sortir De Jong et faire entrer, j'en sais rien, Gavi, ce qu'ils ne pouvaient pas faire à un certain moment. Donc moi, je suis assez inquiet. Je me dis que le Barça, sur la dernière décennie, ils ont quand même beaucoup d'expérience dans un marathon qu'est la Liga, ceux qui l'ont gagné le plus sur la dernière décennie, et que le Real va aussi perdre des points. Automatiquement, le Real ne va pas enchaîner 24, ou je ne sais rien, plus de 20 victoires consécutives. Donc, c'est dur de miser sur ça. On verra. Mais ce qu'il faudrait, c'est que le Barça, pas spécialement perde, mais fasse des matchs nuls. Un match nul en Liga, ça équivaut à une défaite. Tu perds 2 points, c'est comme si tu en perdais 3. Et il faudrait que le Barça enchaîne peut-être 2 matchs nuls en un mois pour que ça puisse relancer la Liga. Ouais, non, mais c'est sûr que, comme tu disais, Alex, il y a un moment donné où, dans la saison où leurs 3 attaquants vont un petit peu baisser en régime et ils vont. Voilà, il y a des matchs où ils n'auront pas l'efficacité, tout simplement, comme toutes les équipes, et ils se feront accrocher. De la même manière, ouais, il y a aussi des matchs où ils vont se faire avoir par leur ligne qui est très très haute défensivement. Là, c'est vrai que ça tourne toujours en leur faveur, on a l'impression, parce que les 2-3 cm sont toujours en leur faveur. Évidemment qu'il y a des matchs où ça va être en leur défaveur, ils vont prendre 2 buts coup sur coup. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça leur fait perdre absolument aucun point. On verra bien combien de temps ça va durer exactement. Espérons que leur petit coup de mou arrive idéalement avant la fin d'année pour que le Real Madrid puisse regratter quelques petits points et se rapprocher et maintenir tout le suspense sur la deuxième partie de saison, parce qu'après c'est vrai que si tu arrives à 10-12 points, après ça devient vite compliqué, même dans les têtes pour les joueurs tout de suite. On peut vite avoir un Real Madrid qui, comme il l'a fait plusieurs fois sur la dernière décennie, janvier, tu lâches un peu la Liga et tu te concentres sur les coupes, notamment sur la Ligue des Champions. Donc attention à ce scénario, mais après c'est vrai que ce Barça, à la fois il est terrifiant, et en même temps, moi je trouve, si on se projette par exemple sur la Ligue des Champions, sur la Coupe du Roi, sur une confrontation comme ça, la Super Coupe qui va arriver forcément en janvier, je me dis que ce Barça, on peut l'avoir. On l'a vu, il suffit que tu t'adaptes un peu, qu'un Mbappé soit un peu plus intelligent dans ses courses. La première mi-temps était très bonne contre eux. Ce match-là, normalement, on ne le perd pas. Normalement, si les mecs font leur boulot, on ne perd pas ce match. C'est ça qui est aberrant. La place, on sent qu'elle est là, en fait. On sent qu'il y a la place. Après, ça demande quelques petits ajustements et mieux défendre aussi, parce que là, on parle de la défense du Barça et de l'attaque du Real Madrid qui peut mieux faire. Mais il faut aussi que le Real défende beaucoup mieux sur les semaines et les mois qui arrivent, parce que sinon, il n'ira nulle part. Non, je suis d'accord. En plus, là, actuellement, le Real quand même pêche au niveau de certaines individualités, mais je suis persuadé qu'avec quelques ajustements, on peut en tout cas engranger pas mal de points. Le Barça, je me rappelle, je crois que c'était quand Zidane il avait pris l'équipe, c'était en 2016. Le Barça avait 11 points d'avance sur nous, même 12. Et on avait su réduire l'écart à 3 points ou 2 points, je ne sais plus exactement, même 1 point, je crois. Et on perd la Liga sur ça, en ayant gagné au Camp Nou, au Classico. Mais c'est vrai que ce genre de remontada, ça ne s'était pas joué à grand-chose. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus à chaque fois penser à ça. Il faut se dire que si le Barça, au bout d'un moment, ne perd pas de points, ne fait même pas des matchs nuls, ça va être très compliqué. Et je pense que le Real, naturellement, va se dire autant donner du temps de jeu en Liga aux autres joueurs et autant garder l'équipe type quasiment pour la Ligue des Champions, quoi. Et j'ai peur que ça arrive un peu trop rapidement à mon goût, quoi. Et la Super Coupe d'Espagne, c'est sûr que si on les affronte sur un match, en plus, je crois qu'on les affronte en finale. Si on bat Mallorca avant, et eux, je crois, c'est Bilbao, je crois. Donc, c'est quand même pas simple, mais il va falloir le faire si on veut avoir l'avantage psychologique en 2025 en se disant, OK, on commence le début d'année, on efface le 4-0, même si ça reste compliqué, mais au moins on peut gagner un trophée contre eux. Là, on envoie un signal. On se dit, on est présent, comptez sur nous. Et après, il y a encore la Copa, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le Real aujourd'hui doit vraiment envoyer surtout des signaux en disant, on n'est pas mort. Et ça passera par les coupes, le petit mondial des clubs, on est directement qualifié en finale et montrer que voilà, dans les matchs qui comptent, on est là, quoi. Voilà.
Ouais, mais je te rejoins sur tous les points. D'autant plus que le Real, sur la dernière année, ils ont été invaincus pendant donc 42 matchs en Liga. Je trouve que cette Liga, elle est un peu faible et que si le Barça perd des points, bah le Real peut se dire opération commando. Je pense que c'est possible. On a quand même un banc Ouais. de touche de qualité. Il n'est pas parfait, on a des manques. Mais avec un mercato hivernal peut-être, hein, j'espère en tout cas, On espère. ça viendrait renforcer le Real pour la deuxième partie de saison. Ou là, que le petit Jesus Fortea fasse une prestation. Parce que là, j'ai vu que là, Ancelotti, il est impressionné par lui. Je sais pas, il en a parlé ou pas en conférence de presse? Il en a pas parlé, j'imagine? Il a pas parlé de foot, Ancelotti. Ouais, il a parlé de contexte, ok. De Super. toute façon, dès qu'il est arrivé en conférence de presse, il a fait un petit speech pour envoyer son soutien, tout ça, À à la Valence. commune de Valence, à toutes les personnes touchées par Ouais. la tragédie. Et après, c'est vrai qu'il a clairement dit, de toute façon, il a annoncé la couleur. J'ai pas trop envie de parler de football, donc pardonnez-moi, mes réponses seront courtes et tout. D'accord. Ouais, parce que Et les journalistes se sont adaptés, forcément. nous, on est déconnectés en France, pas toi Thomas, mais ça fait quand même énormément polémique ce qui se passe à Valence là, parce que tous les chiffres ne sortent pas déjà sur les personnes disparues et tout, mais les gens se révoltent un petit peu. Donc je pense que les Espagnols n'ont pas trop la tête au foot Non. actuellement. Non. Bah là, on est déjà à un chiffre plus de 200 Ouais. morts. Mais il y a encore des parkings souterrains Mais qui oui, sont c'est ça. totalement noyés, donc tu n'as même pas le bilan encore définitif. Puis oui, après, il y a quand même pas mal de colère par rapport politiquement à la gouvernance de l'Espagne, parce que les Ouais, aides, c'est tout ça, compliqué. bref, c'est un beau bordel. Et oui, je pense que, comme le disait Carlo, je pense qu'ils auraient dû pas jouer du tout ce week-end. Personne, Bah oui, pas le bien Real, sûr, bien personne. sûr. Donc voilà. D'ailleurs, Tous les coachs Marca le l'a disent titré, d'ailleurs. Marca, je crois. C'est Marca qui a titré 39 buts, mais rien à célébrer, un truc comme ça, je Ouais, crois. mais tous les coachs, de toute façon, l'ont fait. Et même quand j'ai vu Miguel Gutiérrez qui célébrait son but avec Gérone contre Leganés, qui a montré son maillot parce que la mère de son pote était encore portée disparue. Tu vois, les joueurs, ils n'ont pas la tête à ça. Et c'est quand même dommage de faire passer l'enjeu, entre guillemets, le business avant les vies humaines. Surtout quand les Espagnols et le pays entier est meurtri, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, on soutient les familles, évidemment. Et je sais qu'il y a des cagnottes qui ont été mis en place et tout. Si j'en trouve une sérieuse, je la mettrai en description si jamais vous voulez participer. Mais c'est vrai que ça fait quand même de la peine de voir ça. Mais aujourd'hui, le football, de toute façon, c'est notre priorité pour notre vidéo aujourd'hui. Mais c'est vrai que normalement, pour le week-end dernier, ça devait pas l'être, quoi. Exactement. Si vous voulez, on a un dernier sujet à propos de Tchouaméni, forcément qui revient pas mal en ce moment parce que comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu et je trouve qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de sources qui n'arrêtent pas d'annoncer des problèmes autour de Tchouaméni dans le sens footballistique, dans le sens remise en question de la part du club. Mais qu'est-ce que ça vaut pour vous, cette image fragilisée finalement? Qu'est-ce que ça vaut pour vous, les prestations de Tchouaméni qui peut-être n'est pas à la hauteur des attentes qu'on avait en lui pour l'après Casemiro? Et est-ce que vous pensez que Rodri, justement, pourrait le remplacer? Est-ce que d'autres joueurs pourraient le remplacer? Les retours de Mauro Martin ou peu importe. Mais en tout cas, comment vous le voyez, vous, pour terminer cette vidéo? Je commence, Thomas, et tu nuanceras derrière. Moi, je pense que ce mec-là, alors je lui suis souvent tombé dessus parce que j'ai jamais accroché à ce qu'il a apporté au Real, surtout parce qu'on avait connu Casemiro avant, donc la comparaison était automatique. Je pense qu'il s'est jamais adapté à Madrid. Voilà. Je ne vois pas réellement ce qu'il apporte. Il n'y a aucune prise de risque dans son jeu. Défensivement, c'est pas un joueur qui, j'ai l'impression, fait des courses à haute intensité ou peut se mettre à tacler par moment. Et quand je le compare à un Camavinga où le mariage s'est de suite ressenti avec le Real, ben, j'ai l'impression que je n'ai jamais ressenti ça avec Tchouaméni. Et on m'est souvent tombé dessus en disant que j'avais une obsession envers lui. Mais force est de constater que je ne dois pas être le seul puisque bah, d'après certains médias espagnols, je crois que c'est Relevo, bah, il pourrait être mis sur le marché l'été prochain si jamais son niveau de jeu reste aussi médiocre, pour rester poli. Alors oui, je vais nuancer un petit peu, effectivement. En fait, je pense que Tchouaméni, ça a bien marché pour lui, notamment sur la saison passée, mais là, on voit que ça devient un problème. C'est que j'ai l'impression que c'est quand même plus un joueur de complément, dans le sens où la saison passée, ça a fonctionné très bien avec Toni Kroos et Fede Valverde. Pour moi, il n'y a pas photo. L'année dernière, notre meilleur trio milieu de terrain, c'était Tchouaméni avec Fede Valverde et Toni Kroos. C'est le trio qui se complétait le mieux, même si intrinsèquement, je suis d'accord, je préfère aussi Eduardo Camavinga, mais je trouvais que le mariage entre les trois fonctionnait le plus, celui qui apportait le meilleur équilibre, tout ça. Mais là, c'est vrai qu'on voit que Tchouaméni,
dans son jeu avec ballon surtout. On voit ses limites et le départ de Toni Kroos, forcément, ça responsabilise un peu plus les gens qui sont autour de lui, qui le remplacent. Et on voit que Tchouaméni, dans ce registre-là, clairement, il a, je sais pas s'il a un problème de compréhension, mais en tout cas, il n'a pas cette capacité, il n'a pas cette personnalité balle au pied, ni même totalement cette qualité technique. C'est pas un joueur qui. Il est capable mauvais, mais il n'a pas la personnalité. Je pense qu'il veut pas prendre de risques. Parce qu'il a, c'est ça qui est frustrant. C'est pour ça que je lui en veux en fait. C'est parce que je sais qu'il a les capacités techniques, au moins pour changer d'aile. Tu vois, comme faisait Toni Kroos. Il a cette capacité-là, mais il se contient. Il fait tout le temps le strict minimum avec des passes latérales où on lui fait la passe, il la remet automatiquement. Ça, des fois, ça ralentit le jeu. Et ça ne va pas dans le sens logique du jeu. Je trouve que des fois, il est à contre-courant par rapport à l'équipe. De toute façon, comme on le dit, on est toujours plus exigeant avec les joueurs talentueux que ceux qui ne le sont pas, forcément. On attend plus des joueurs comme ça, surtout dans une période où le Real est en crise, il y a un problème dans le jeu. Et Tchouaméni, moi, de base, quand il est venu au Real pour remplacer Casemiro, déjà, de base, comme tout le monde, j'aurais bien aimé qu'il y ait cette passation avec une saison encore complète de Casemiro, qui, bon, nous a quand même fait pas mal défaut à son départ, même si après, on remporte la Ligue des Champions encore une fois l'année suivante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu cette passation, il n'y a pas eu ce vice transmis, cette expérience transmise, ce placement transmis aussi. Donc, on l'a tout de suite mis avec les responsabilités. Il s'est adapté. Je trouve qu'au départ, ça allait très bien. Il a eu quelques petits pépins, mais à part ça, c'était quand même plutôt pas mal pour une première saison. Mais si je préfère, tout comme vous, Camavinga sur le terrain à son poste ou un peu plus haut, peu importe. Mais c'est vrai que Tchouaméni, à mon sens, quand même, par rapport à Casemiro, il est plus technique et de base est censé être un peu plus rapide. Mais au final, il n'a pas de vice. Ce poste-là, tu dois avoir du vice. Et il en a pas, c'est vrai, hein. Casemiro, il connaissait les arbitres par cœur, il savait comment leur parler, il savait tacler, et même s'il était un peu rustre par rapport à Modric et Kroos, c'était justement le maillon qui apportait l'équilibre à l'équipe. Tchouaméni, je ne tomberai jamais dessus par rapport à son poste de défenseur central quand il joue là, parce que ce n'est pas son poste de base. Donc, je n'ai pas envie de lui tomber dessus de ce côté-là. Mais en tant que sentinelle devant la défense, pour moi, ça ne fait pas photo si je dois comparer Casemiro et Tchouaméni. Donc, j'espère qu'il va relever son niveau. Maintenant, voilà, ça, c'est la dure loi du très, très haut niveau dans le foot et encore plus au Real Madrid. Quand tu déçois, tu ne restes pas. Donc, moi, la seule chose qui me bute avec lui sur le plan technique, c'est vraiment l'aspect que quand il prend la balle, en fait, le temps qu'il réceptionne, qu'il lève la tête, qu'il voit la solution, qu'il regarde ses pieds et qu'il donne la balle, en fait, c'est eu déjà 2-3 touches de trop. Et le problème, c'est qu'il ralentit énormément le jeu par rapport à Camavinga qui, lui, je compare les deux, c'est fait exprès parce que voilà, l'un ou l'autre, mais pour donner qu'un exemple. Mais Camavinga, quand il a la balle, il a déjà sa première touche qui l'amène du côté où il veut aller. Il est tout le temps en mouvement, il n'est jamais arrêté. Et par rapport à Kroos aussi, qui lui à l'époque avait déjà 3 temps d'avance pour l'envoyer, même sans regarder à qui il voulait. Mais ce que je veux dire, c'est que Tchouaméni, au-delà de l'aspect purement visuel du joueur, l'aspect purement technique, etc., le mec est jamais bien orienté. Il est jamais en tout cas tourné dans le sens où il nous sort de la merde. Dans le sens où quand on est asphyxié, il n'y a pas cette prise de balle comme un Pedri ou un Casado côté Barça où il va conserver, se retourner et réorienter. Là, c'est vraiment, je la donne à Courtois parce que j'ai plus le choix, ou je la balance à un latéral parce qu'il n'y a plus le choix et on balance devant sinon s'il n'y a plus le choix. C'est ça le problème aussi, parce que le rôle de Tchouaméni, c'est d'être aussi parmi les premiers relanceurs du Real et la rampe de lancement de nos attaquants quand on joue en transition ou simplement tu as Fede à côté de toi, tu as Jude juste devant toi, combine avec eux au lieu de balancer devant ou t'en débarrasser, quoi. C'est un peu dommage, mais après faut voir peut-être à l'avenir, peut-être qu'il va progresser plus, mais moi honnêtement s'il part en 2025, je suis pas ni mécontent, je suis pas blasé, je suis encore moins surpris, quoi. Surtout s'il file 80 millions plus bonus, je sais pas, je suis pas surpris que ça arrive, hein. Après est-ce que je veux le garder? Oui, mais s'il part, je suis pas surpris. Dans la programmation sportive du Real, normalement, ce poste-là, il n'était pas prévu pour 2025. Tu dois prévoir les latéraux pour la saison 2025. Donc, moi, j'y crois pas tellement à son départ, sauf s'il fait vraiment une deuxième partie de saison cataclysmique. Bien sûr. Je pense que le Real va encore lui donner confiance pour la saison prochaine parce que voilà, le Real aime bien prévoir à l'avance ces transferts et j'imagine pas Tchouaméni partir. Maintenant, je pense que c'est plus pour lui mettre la pression que pour vraiment le dégager. Au pire, il finira central, c'est pas grave. Si le Real ne recrute pas cet hiver, effectivement, je pense qu'il va jouer vraiment beaucoup de matchs à ce poste-là. Et dans les gros matchs, je serais peut-être même pas surpris que tu as un Tchouaméni qui recule d'un cran en défense et pour mettre Militao aussi sur le côté droit défensif. Militao qui apportera plus de garanties défensives qu'un Lucas Vázquez. Non, mais après, c'est vrai que je pense que vous avez tout dit vraiment sur Tchouaméni, mais au-delà de ça,
Là, sur ce début de saison, même d'un point de vue défensif, alors on va peut-être me sortir des stats, oui, en termes de récupération brute, tout ça, interception, ok, il est peut-être haut dans les lignes de stats en Liga, mais après on voit les matchs, même à ce niveau-là, je trouve qu'il est pas dedans. Souvent, il a retard, beaucoup de fautes. Même à ce niveau-là, je trouve qu'il n'a pas le rendement qu'il devrait avoir. Et si on fait même la comparaison avec Casemiro, alors sur le plan défensif, il n'y a pas photo, le Brésilien le bouffe, mais même, je disais avec le ballon, mais même sans ballon, je trouve que Casemiro, c'était un joueur qui était intelligent, qui savait où se placer entre les lignes. Bien sûr. Même sur ce point-là, Tchouaméni, je le trouve pas assez pertinent, voilà, parce qu'en plus maintenant, on a quand même beaucoup Fede Valverde qui recule parfois très bas pour être un peu la première relance. Quand Camavinga est là, c'est Camavinga qui a ce rôle-là. Et tu vois Tchouaméni qui est un peu à côté, qui est inutile en fait, plutôt qu'aller se mettre entre les lignes. Et en plus, c'est vrai que quand il jouait à l'AS Monaco, il jouait parfois 8. Et même on se demandait quand il arrive au Real, est-ce que son rôle c'est 6 ou est-ce que c'est plutôt 8? Parce qu'effectivement, techniquement, il a des trucs. Hein, il a vraiment il a un bon pied, il a une vraie capacité de passe. On l'a déjà vu 3-4 fois. Je me souviens de sa passe l'année dernière face à Atlético, la petite balle en cloche là, pour Rodrigo. Enfin bref, il a, mais il a de la c'est qu'il prend qualité. pas de risque. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas convaincant, mais c'est vrai que. Et comme Mbappé, c'est dans l'attitude aussi. Quand tu vois qu'il est mal placé, qu'il a 1 mètre de retard, je vois pas un mec, je n'ai jamais vu Tchouaméni s'arracher pour revenir. J'ai l'impression que dans ce qu'il dégage, c'est toujours un mec qui court un peu tranquille. Je vois pas un mec qui va s'arracher. Regarde marcher, ouais. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, je suis peut-être pas objectif, même si j'essaye de l'être, parce que comme je le dis souvent, c'est un mec qui habitait à 10 km de chez moi, donc je devrais le défendre plus coûte que coûte, tu vois. Mais non, j'ai pas l'impression qu'il dégage de la hargne, et c'est un poste qui se veut. Normalement, tu dois être un petit peu pas méchant, parce qu'il y a plein d'exceptions à la règle, mais tu dois avoir ce petit vice que lui, j'ai l'impression, n'a pas. Non, c'est vrai. Non, mais en finalité, moi, j'ai quand même l'impression qu'en fait, surtout, là, en l'état, le numéro 6 dont le Real Madrid a besoin, c'est pas Tchouaméni, tout simplement. C'est pas le profil. Donc, je pense que Camavinga va s'imposer sans forcer à ce poste-là, parce qu'on voit très bien la différence sur les 2-3 matchs déjà de Camavinga. On voit que le Real a besoin de ce jour-là. Pourquoi pas aussi un Rodri, hein, même idéalement, parce que Rodri, c'est clairement le meilleur à ce poste. Tu pourras pas l'acheter, Rodri, c'est ça le truc. City va jamais vendre au Real leur meilleur élément. Je vois Après, il a fait les croisés, 2027, la fin de contrat, mais c'est vrai que ça serait pas 2025. 2027, c'est dans 3 ans. Bon, 29 les croisés, 29 ans, c'est pas trop dans la politique du Real d'acheter un joueur plus de 100 millions à cet âge-là. D'habitude, à cet âge-là, c'est du Alaba, du Rudiger. C'est quoi? C'est des joueurs qui sont libres de tout contrat. Je crois pas non plus. Bien sûr. Je crois pas non plus, mais je pense que le train est passé entre guillemets de toute façon. Après, attention, il est espagnol, il est Ballon d'Or. Ça, aux yeux de Pérez, avoir un ballon d'or et encore plus espagnol, c'est tellement rare qu'on n'a pas vu ça pendant 70 ans ou 80 ans, je ne sais plus. Ouais. Donc ça peut compter quand même. Ça dépendra du prix. Ouais, si le prix est affaire à 50, ou du moins si c'est une opportunité pour le Real et qu'il voit qu'il a le niveau à ses retours de croisée, ça peut se faire. À pas avoir. 50, tu rêves par contre. Non, mais tu rêves. Laissez-moi rêver. 70-80 millions d'euros, pourquoi pas. Allez, 70-80 millions. Je pense que le Real peut y aller. Le ballon d'or, mais vous rêvez les mecs. Attendez, sauf avec l'histoire de City, là, le procès. Ouais, puis même, il a fait ses années à City. City peut aussi peut être courtois et se dire bon bah vas-y, on te facilite entre guillemets le départ, pourquoi pas. Moi, City sur ces dernières années quand même, ils ont montré qu'ils étaient capables de vendre leurs joueurs, donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Bah écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour des sujets du jour dans ce long podcast, mais en tout cas hyper intéressant sur la plupart des aspects importants des dernières semaines et simplement de ce qui va arriver ces prochains jours. Dans tous les cas, on se retrouvera la semaine prochaine sur la chaîne de Thomas Real France pour le prochain podcast, parce que je rappelle que le concept du podcast Real Madrid, c'est de tourner un coup sur la chaîne de Thomas Chronique Foot, de Thomas Real France et la mienne. Donc, je vous laisserai bien sûr vous abonner, les amis, aux 3 chaînes avec tous les liens en description. Il y aura aussi les arrobas de toute façon dans le titre. Merci à tous. On attend vos avis sur tous les sujets dans les commentaires, ou du moins ceux qui vous intéressent le plus. Et je vous dis à très vite pour 2 prochaines vidéos. Ciao les gars. Ciao.